I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost any... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Extra Time où nous rencontrons vos sportifs préférés pour revenir sur leur carrière et leurs meilleurs souvenirs et aussi les pires souvenirs parce qu'on va tout évoquer ensemble. Il nous fait l'honneur d'être le premier invité de cette émission, Patrick Regnault, ancien gardien du 16 Sedan-Ardennes. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Donc, je m'appelle Patrick Regnault, j'ai 48 ans. Je suis ancien footballeur professionnel où notamment j'ai joué 10 ans à Sedan et avec la particularité d'avoir fait 309 matchs titulaires avec Sedan. Sinon, j'ai commencé à l'Olympique de Charleville, stagiaire pro et pro. Je suis parti à Saint-Denis-Saint-Lô une année, au Mans une année en Ligue 2. Et je suis arrivé en 99 à Sedan jusqu'en 2009. Voilà. Donc si tu le veux bien, on va revenir justement sur le commencement. Parle-nous un petit peu de ton enfance et comment le football est entré dans ta vie. Alors je crois que c'était la Coupe du Monde, lors de la Coupe du Monde, je crois que c'était en 82, où j'ai vraiment pris goût au foot. J'y jouais déjà avant. Alors la particularité, c'est que je voulais être footballeur professionnel, mais avant-centre. Et j'ai commencé d'ailleurs avant-centre, de mes 7 ans jusqu'à mes 10 ans et demi, 11 ans. Et puis suite à une grave maladie, j'ai dû arrêter le foot pendant plus d'1 an, pratiquement 2 ans, où j'ai été hospitalisé sur Charleville, ensuite sur Reims. Et malheureusement, le professeur qui m'a opéré m'a dit que je ne pouvais plus faire de tête pendant un certain temps, donc je n'ai pas pu retrouver le poste d'avant-centre. C'est là que j'ai commencé les arts martiaux et j'ai repris le foot dans les buts. Il manquait un gardien et ça s'est enchaîné comme ça, voilà, tout simplement. Alors jusqu'avant, est-ce que tu te souviens de ton tout premier match? En catégorie jeune ou ouais, plutôt en catégorie jeune, ouais. Ça devait être lors d'un tournoi, je crois. Ouais, ouais. Donc au poste d'avant-centre alors. Plus au poste d'avant-centre en tant que gardien. Par contre, au poste d'avant-centre, oui, je m'en souviens très bien, c'était avec l'Entente Sportive et on avait une équipe de fous. On gagnait des 20-25-0 contre les autres équipes. Donc voilà, c'était à la Ronde Couture où j'ai grandi, un quartier de Charleville-Mézières. Alors pour rester dans le thème, est-ce que tu te souviens justement de tes premiers crampons et aussi de ta première paire de gants? Est-ce que tu les as encore aujourd'hui? Alors mes premiers crampons, ouais, même de mes premiers protèges tibias, parce que quand tu es tout jeune, tu te lèves, en général tu as un ballon, tu as les protèges tibias, tu pars de chez toi avec les crampons, avec les protèges tibias, tu vas jusqu'au stade. Je m'en souviens très bien et je me souviens aussi très bien, parce qu'on n'avait pas spécialement les moyens d'acheter des gants de gardien lorsque j'ai commencé à faire gardien. Et je me souviens que, comme tous les gamins, je dormais avec mes gants à côté de moi ou avec mes chaussures proches du lit, quoi. Alors, est-ce que tu as toujours contact avec tes premiers éducateurs qui t'ont formé justement à Charleville à l'époque? Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer, d'aller voir Monsieur Lamblot, qui était éducateur à l'Entente Sportive. Ça faisait une paire d'années que je ne l'avais pas vu. Et par chance, son fils a été photographe au CSSA. En fait, il venait, il prenait des photos, il faisait des reportages au CSSA. Donc, on était restés en contact. Et puis, j'avais demandé à le revoir et je m'étais pris en photo dernièrement avec lui. C'était l'année dernière, je crois. Donc, émouvant parce qu'on vieillit. Mais voilà, on a les mêmes souvenirs. Puis cette personne-là, M. Lamblot, était vraiment au top. Et bien qu'il soit maintenant âgé, il avait toute sa tête, il m'a ressorti des trucs de notre enfance avec les copains et tout, donc voilà. Alors, cette passion du football donc, en tant que joueur, mais est-ce que tu te souviens aussi de la première personne qui t'a emmené au stade? Je pense à Dugoguez à mon avis. Alors à Dugoguez, non, parce que Dugoguez, moi je l'ai connu en construction, j'étais déjà pro. Il faut savoir que le stade Dugoguez a été créé en 2001, si je ne me trompe pas, il a même été terminé en 2001. Et j'étais déjà pro à Sedan. Non, moi je me rappelle d'une image très forte. En fait, j'ai commencé à l'Entente Sportive et en cadet, je devais être minime. L'Olympique de Charleville est venu me voir jouer et ils m'ont recruté pour jouer en cadet national moins de 17 ans.
Et je me rappelle que quand je jouais à l'Entente Sportive, on avait joué en ouverture ça devait être Chaumont-Sedan. Et je me rappelle, je m'étais dit, dans ma tête, j'avais regardé le gardien qui était à l'époque, je crois que c'était Claude Pourchaud à Sedan, et je m'étais dit, ouais, j'aimerais bien être un joueur à sa place. Mais j'avais quoi, 13-14 ans, 14-15 ans. Et voilà. Et la petite anecdote aussi, c'est quand je passais à Sedan en voiture avec mes parents, et qu'on passait pas loin du stade Émile Albo, donc le plus ancien, je me disais aussi, un jour je jouerai ici. Bon, la chance a fait que la chance, le travail, on peut mettre tous les qualificatifs derrière que l'on veut, mais en tout cas, les 2 souhaits que j'avais se sont réalisés, quoi. Voilà. Alors, justement, on a évoqué ce gardien, c'était vraiment ton idole dans les buts ou tu avais vraiment encore une autre idole un peu plus internationale? Tout au long de ma carrière ou depuis tout petit? Tout au long de ta carrière, bien sûr. Alors, j'ai jamais eu d'idole à proprement parler, mais par contre, j'ai eu des références. Voilà, pour moi, le top, c'était Fabien Barthez. Dans un autre style, Grégory Coupet, que j'aimais bien. J'aimais bien surtout l'homme. Voilà, mais j'ai jamais eu d'idole. Voilà. Et puis en joueur, c'était Chris Waddle. Chris Waddle, Jean-Pierre Papin. Chris Waddle parce qu'il était capable de dribbler, de rigoler en même temps. Donc il apportait cette fraîcheur et cette particularité qui faisait qu'il était complètement détaché d'un match à pression, quoi. Alors tu fais partie de ces joueurs justement qui n'ont jamais fréquenté de centre de formation, a priori. Tu t'es fait tout seul en soi avec tes éducateurs et les bénévoles. Ouais, c'est ça en fait. Jusqu'à l'âge de 18-19 ans, j'ai pas beaucoup de spécifiques. Je suis gardien depuis l'âge de 12-13 ans, 13 ans on va dire. Et de 13 ans à 19 ans, j'ai pas spécialement des spécifiques. Donc j'apprends sur le tas comme ça. Donc, mais est-ce qu'il y a une vérité? Sûrement. Je pense que j'aurais peut-être d'autres qualités si j'étais passé par un centre de formation avec un entraîneur de gardiens, etc. Maintenant, ce qui a fait ma particularité, c'est surtout mon mental. Donc voilà, j'ai connu des gardiens plus grands que moi, plus techniques, mais qui n'avaient pas mon mental. Voilà. Je pense que la maladie a joué beaucoup sur mon mental. Donc partie 2, on a changé de côté comme on change de camp à la mi-temps. C'est ça. Début donc à l'Olympique de Charleville, mais le CS Sedan comme une évidence. Ouais, on va dire qu'à l'époque, la ville de Charleville, bien qu'il y avait un bon niveau au foot, ça a toujours été, dans le temps, c'était plutôt une ville de basket. Et Sedan, une ville de foot. J'avais pas d'a priori en fait. J'étais content parce que j'ai signé mon premier contrat stagiaire pro ici, mon contrat pro également, mes 2 années pro. Et puis après je suis parti loin de la région, donc voilà. Ouais, une évidence parce que c'était le club qui était, c'était la référence quoi, dans le football, donc ouais. Alors tu as fait partie de la génération Sedan 99. T'en gardes quel souvenir? Alors, moi j'arrivais, en 99, j'arrivais juste aussitôt le match de Coupe de France perdu, j'étais le gardien du Mans et on vient perdre en demi-finale de la Coupe de France à Sedan. Et j'avais déjà des contacts avec le président Pascal Urano et j'arrive dans la foulée. J'arrive dans une équipe où tout se passe bien, une équipe de copains qui joue montée sur montée. Et étant ardennais, mon intégration se fait beaucoup plus facilement. Je rencontre des gens formidables et puis là, la première année de Ligue 1 où de tête, je crois qu'on finit 5e, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je suis doublure, mais je participe à tout, en gros. Voilà. Alors tu as évolué sous les ordres de grands coachs comme Alex Dupont, Bruno Metsu. C'est quel coach qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus fait évoluer? Alors Bruno Metsu, je ne l'ai pas eu. J'ai eu Alex Dupont, j'ai eu pas mal de coachs. J'ai eu Battenet. J'en ai eu plein. J'en aimais beaucoup, j'en ai détesté quelques-uns. Un que j'ai envie de mettre à l'honneur, c'est Henri Stambouli, c'est lui qui m'a lancé à Sedan. Et humainement, lui, Serge Romano, humainement, c'était des mecs au-dessus.
Il y a eu aussi José Pasqualetti aussi, des mecs formidables. Dominique Battenet qui était bien aussi, mais si j'en sors un aujourd'hui, c'est celui qui m'a fait confiance et c'est Henri Stambouli, quoi. Alors, des coéquipiers de renom, des internationaux, quel coéquipier t'a le plus impressionné? À Sedan ou... Dans toute ta carrière? Alors, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de joueurs et notamment de Didier Drogba, avec qui on a joué ensemble au Mans. Et on s'aperçoit qu'avec le travail, on a des qualités, mais avec le travail, on peut accomplir beaucoup de choses. Et Didier en est la preuve en fait. Donc voilà, mais ouais, j'ai envie de dire, on avait Steph Noro, le petit Juninho de Sedan. J'ai joué avec Eddie Capron. Enfin, Eddie, c'est comme mon frère, c'est exceptionnel. C'est champion de France, champion de SIG, etc. Top. Des joueurs, si on m'avait dit qu'un jour je les croiserais ou je jouerais avec eux, j'aurais un peu rigolé, comme Amada Janvé qui arrivait de Marseille, Keke Azuar, puis tous les sélectionnés. J'ai joué avec Henri Camara, Youssef Ndiefi, des internationaux, donc ça fait énormément plaisir. On apprend auprès d'eux et puis voilà, quoi. Il y a un coéquipier que tu aurais rêvé d'avoir? Honnêtement, je suis très content des coéquipiers que j'ai eus. Parce que tous les ans, je peux t'en sortir 5, 6, 7 par année. Et, où j'ai gardé, on est toujours plus ou moins en contact par les réseaux sociaux. Et c'est ce qui fait aussi le charme du foot, c'est de côtoyer des personnes d'horizons différents, de cultures différentes, et tu prends un peu partout, et c'est là c'est justement ce qui te fait grandir et ce qui te fait devenir un homme, et puis aussi qui t'apporte un peu de culture générale, quoi. Voilà. Et même si on se met à rêver, il n'y a pas un joueur que tu aurais vraiment rêvé d'avoir dans ton équipe, dans ton 11? Si on avait pu avoir Didier Drogba, ça aurait été cool, vu que j'avais déjà joué avec. Mais non, il y en a un qui est... Alors, il y en a deux que j'ai vraiment aimé. C'était Paoletta, pour sa simplicité, en fait. Parce qu'après chaque match ou avant chaque match, je le croisais, il me saluait. Ronaldinho, ouais. Ouais, top. C'est l'adversaire qui t'a le plus marqué? À différents niveaux, techniquement, ouais, on va dire que c'est lui qui m'a marqué le plus. Après, sur différentes capacités, j'ai joué contre pratiquement tout le monde. Donc, Djibril Cissé avec sa puissance, etc. Donc, ouais, j'ai pas... Le top du top, ça aurait été d'avoir Zizou, bien sûr, mais comme tout le monde. Mais ça aurait été trop facile de dire Zizou, donc je cherchais un peu la difficulté. Et j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec lui. J'ai joué contre Dugarry, j'ai joué contre pas mal de monde, mais Zizou, jamais. Ouais. Ça aurait été le top du top. Ouais. On a parlé des entraîneurs, des coéquipiers, un président quand même bâtisseur, Pascal Urano. Quelles étaient tes relations justement avec ce président? C'est un mec exceptionnel. On l'aime ou on ne l'aime pas. Voilà, moi en tout cas, je l'ai adoré, je l'aime et je l'ai adoré et je l'adore encore pour sa personnalité, pour tout ce qu'il a apporté au foot et notamment en Sedan. Et pour son côté humain qui montre pas spécialement, mais en tout cas, voilà, j'ai des petites histoires sur lui que je garderai, mais c'est un mec super bien, super humain. Quand il te promet quelque chose, il tient. Et j'ai appris beaucoup de choses par rapport à lui. De toute façon, par rapport à sa société qui est immense, voilà, on ne devient pas, enfin, on n'est pas à la tête d'une société comme il a, sans avoir des valeurs, sans avoir des capacités et sans avoir une intelligence un peu plus que la normale. Donc voilà, moi Pascal Urano, ça a été mon président, ça a été mon confident et ça a été mon soutien quand j'en ai eu besoin, quoi. Voilà. Alors, en 2002, tu es élu meilleur gardien par les journalistes.
La question que je me pose justement, c'est pourquoi tu es resté à Sedan aussi longtemps et tu n'as pas cherché, pourquoi pas, à évoluer dans un club plus huppé, sans manquer de respect à Sedan, ou dans un club européen? Après, il y a l'offre et la demande. Donc, j'avais un manager et on n'avait pas spécialement de propositions. Donc voilà. Et puis, quelque part, j'ai toute ma famille ici, donc je suis attaché aux Ardennes, je suis attaché à ma famille. Donc, attention, j'ai pas dit que c'était plus facile de jouer dans sa région, hein. Loin de là. Mais en tout cas, voilà, j'étais parti 2 ans, je suis parti, mes enfants étaient tout petits. Je pense qu'il y a le côté ardennais, le côté qui fait que... Et puis on était un club quand même qui était en pleine construction. Tu te qualifies pour la Coupe d'Europe, Coupe UEFA, Intertoto, enfin voilà, t'as pas mal de choses qui sont mises aussi, quoi. Est-ce que tu peux nous dire ton meilleur souvenir en carrière? Ça va être la finale de... Alors c'est paradoxal parce que c'est une finale perdue, mais cette finale en 2005 contre Auxerre, devant 80 000 personnes, moitié d'Ardennais, moitié d'Auxerrois. C'est un livre qui n'est pas refermé parce qu'on prend le but dans les prolongations. Et en fait, c'est tout ce qu'il y avait avant, où tu reçois Aimé Jacquet à Clairefontaine pendant le repas du midi, qui vient nous encourager. J'ai des flashs comme ça sur le périph' où tu as les motards qui nous escortent et puis qui font bouger les voitures pour nous laisser passer. Tu as l'arrivée au stade où il y a une effervescence immense, où tu vois plein de bus, que ce soit d'Auxerre, des Ardennes, etc. Tu sens qu'il se passe quelque chose et puis tu rentres dans le vestiaire, tu as le vestiaire de l'équipe de France et tu rentres dans le stade, tu te dis bon allez les gars, on va sortir, voir le terrain, prendre la température et tu arrives sur le terrain et là en fait c'est déjà pratiquement rempli. Et le souvenir que j'ai en fait, c'est qu'on avait inversé les rôles, c'est nous qui avions sorti nos portables et on filmait les spectateurs, nos supporters, etc. quoi. Voilà, je pense que c'est celui-ci. Et puis après, il y en a un deuxième où vraiment il y a une grosse intensité, c'est le match de demi-finale de Coupe de France où j'étais au Mans et on perd 4-3 dans les prolongations, mais c'était un match, encore aujourd'hui on me parle souvent de ce match-là. Quoi. Ouais. Et justement, le contraire, ton pire souvenir en carrière? J'ai envie de dire c'est un peu les mêmes, parce que les deux fois je perds quand même. C'est une finale, tu la gagnes, avec tout ce que je t'ai dit avant, ça a été un bon souvenir jusqu'à la défaite, quoi. Mais voilà, il y a eu la montée aussi de Ligue 2 en Ligue 1 aussi avec Sedan. Je pense à un match de Coupe de France contre Bordeaux. Où on va au penalty et je me dis j'arrête, le premier je crois que c'était un international italien, Cavenaghi, qui se présente, puis dans ma tête je me dis bon je plonge à gauche, il tire à gauche, je l'arrête. Deuxième, international français, Giorietti, je dis bon je plonge à droite, je plonge à droite et je l'arrête. Puis le troisième je dis bon je vais rester au milieu, puis dans l'élan du mec je me dis non je ne peux pas rester au milieu. Et je plonge à gauche et il tire au milieu. Mais c'est pas grave parce qu'on se qualifie quand même. Donc voilà, mais je crois qu'on était en Ligue 2 et on se qualifie et on bat Bordeaux avec comme entraîneur Laurent Blanc, quoi. Alors tu nous parles beaucoup de cette capacité mentale aussi. Là, tu viens de nous décrire justement cet aspect psychologique du poste de gardien. Ouais. Pour toi, ça a une part prépondérante? C'est 70% des qualités d'un gardien, voire même plus. Un gardien qui n'a pas de mental, voilà, poste de gardien, tu es tout seul, hein, tu fais des arrêts, c'est normal, c'est bien, tu te trouves une fois, tout le monde l'a vu, quoi. Et tu n'as pas de chance de te rattraper, même si tu fais des arrêts derrière, on se rappellera de la boulette que tu as faite. Comparé à un attaquant qui va louper 2-3 buts faciles, tu es à 0-0, il loupe 3 buts, par contre la quatrième il la met au fond, tu gagnes 1-0, c'est fini. On se souviendra que du but qu'il a marqué, quoi. Donc voilà, c'est cette capacité, ce mental qui fait la différence entre les bons, les moyens, que ça, à tous les postes, hein, pas spécialement gardien, mais en tout cas, moi les arts martiaux m'ont fait énormément de bien pour appréhender les matchs et puis pour me conditionner dans des matchs importants comme pas importants ou moins importants, quoi. Voilà.
Alors, tu nous as parlé de cette finale de Coupe de France, mais la Coupe d'Europe, c'est pas non plus un souvenir dingue? Si, c'est dingue, mais en fait, j'ai deux sentiments. La première fois, je crois qu'on part en Islande. On part en Islande, mais on part où ça se passe bien, on se qualifie là-bas. Et la deuxième fois, c'est on part à Příbram, en République tchèque. Et on part le 12 septembre, juste après les attentats des États-Unis. Et la petite histoire, c'est qu'on décolle, on arrive au-dessus de la République tchèque et on n'a pas le droit d'atterrir à cause des attentats. Tous les aéroports sont fermés. Et on tourne pendant 1 heure au-dessus de la République tchèque. Et j'ai mon épouse qui appelle le club parce qu'on a une feuille de route. Et normalement, quand on arrive, on appelle nos femmes pour dire on est bien arrivé, etc. Sauf que 1 heure après l'arrivée, logique, personne ne pouvait appeler de l'avion. Et le club, pas de nouvelles de nous, donc non, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas où ils sont, etc. Un jour après les attentats. Ce qui fait que mon épouse raccroche et il y a une amie qui l'appelle et qui lui dit Coralie, t'es au courant? Et ma femme, elle dit non. Et mais si, qu'elle lui dit l'amie. Et ma femme, un quiproquo entre les deux, elle pense qu'il y a eu un crash d'avion, elle s'effondre. Mon ami dit mais qu'est-ce qu'il y a, tout. Donc tu vois, il y a le sentiment où tu te déplaces, tu es content, tu vas à Příbram, tout. Puis il y a le sentiment où mon épouse croit qu'il s'est passé quelque chose. Quoi. Ouais. Voilà. Après, pour revenir au foot, on perd là-bas et on gagne au retour, mais on ne se qualifie pas. Quoi. Voilà. On n'a fait qu'un tour. C'est toujours intéressant de faire la Coupe d'Europe. Mais voilà, le quotidien pour nous, c'était le championnat. Alors, tu as eu la chance de jouer dans des stades incroyables. Pour toi, le meilleur public que tu as croisé, même si le public sudanais est assez chaud quand même? Ouais, le public sudanais est top. Je me souviens du public où vraiment il y avait de l'ambiance, Marseille. Marseille, parce que quand tu es dans le but avant le match et que derrière les buts, ils s'envoient aux armes, etc., c'est top. Et puis également, le petit souvenir que j'ai à Marseille, c'est qu'à un moment donné, les Marseillais commençaient à me brancher un petit peu. Et en fait, c'était qui ne sautait pas, Regnault, etc. Et je regarde sur le côté, mes potes qui étaient remplaçants, ils me regardaient, ils rigolaient, et ils sautaient avec les supporters marseillais. Donc voilà, c'était plutôt marrant. Voilà, ouais, je dirais Marseille où c'est vraiment bien et tu prends ton pied parce que en fait, moi plus t'as de monde, plus j'ai envie d'être meilleur en fait et là, enfin, c'est top quoi. Ouais. Au poste de gardien, on est souvent confronté aux insultes quand même de la part des copes. Tu l'as vécu comment ça? Ouais, je faisais pas attention. Entre guillemets, ça faisait partie du jeu. Et voilà, ça m'a jamais dérangé. Je me souviens en Ligue 2 à Amiens où les supporters d'Amiens commencent à me brancher et me disent Regnault, montre-nous tes fesses, etc. J'ai baissé mon pantalon et à chaque fois que j'allais jouer à Amiens, j'étais reçu. C'était royal quoi. Ils savaient qu'on allait rigoler ensemble. Ils me proposaient, enfin ils commençaient à me dire Regnault, montre-nous. Je baissais un petit peu le pantalon. Ils étaient contents, c'était fini. Hop, j'étais tranquille tout le match. Ouais. Il y avait une connivence, et un échange entre les supporters et moi. Alors là, tu nous parles d'une époque qui nous paraît peut-être aujourd'hui révolue, puisque maintenant les clubs de Sedan et d'Auxerre en finale de Coupe de France, ça nous semble inimaginable. Aujourd'hui, l'argent a quand même pris part pondérante sur le football. Est-ce que tu ne regrettes pas justement cette époque qui paraissait quand même beaucoup plus sympa qu'aujourd'hui? Ouais, ça a toujours existé, il y a toujours eu de l'argent dans le foot. Après, si j'ai une comparaison à faire, je vais te parler d'Émile Albo, que tu n'as peut-être pas connu, et puis du stade du Gogès. Tu vas comprendre tout simplement, c'est qu'il y avait une proximité entre les supporters et les joueurs, du fait que le stade était configuré d'une certaine façon avec des grilles à 1m50 de la ligne de touche. Quand les adversaires venaient faire une touche, tu secouais la barrière, enfin les grilles, donc ça faisait du bruit.
la proximité avec les supporters. Et puis, on a eu, alors j'ai eu une chance parce que le stade du Goguès c'était une nécessité. Et cette nécessité-là a fait que les supporters se sont éclatés un peu partout dans ce stade de 24 000 places. Et on a parlé, on s'est dit, ça y est, nous joueurs on s'est embourgeoisés. Et supporters également, donc ça veut dire qu'on s'est éclaté un peu partout et c'était plus la même ambiance. Voilà. On l'a retrouvé un petit peu après, mais ça n'a jamais été comme à Émile-Albourg. Alors justement, Sedan, c'est une petite ville. Tu étais quand même une célébrité quand même à l'époque. Comment ça se vit au quotidien justement? C'était facile d'aller faire les courses, d'aller à la boulangerie à Sedan sans forcément se faire houspiller, demander un autographe ou autre? C'est simple à vivre? Quand les gens sont sympas, c'est plutôt simple et moi j'ai jamais eu de soucis ici. Je suis quelqu'un d'avenant, quelqu'un qui répond à tout le monde, quelqu'un qui, s'il y a besoin d'un autographe, d'une photo, je suis le premier à la faire, il n'y a aucun souci. Non, j'ai jamais eu de soucis. Quand tu me parles de course, un des souvenirs marquants, c'est la qualification contre Auxerre, encore Auxerre, en Coupe UEFA. Et à la préparation du match, à la collation, j'avais dit, les gars, on commençait à faire des pronostics. J'ai dit, les gars, moi, si on finit, si on gagne contre Auxerre, on est qualifié. Moi, je fais un striptease, je suis sur le terrain, je leur dis comme ça en rigolant, je finis à poil. Tout. Puis il y en a un d'autre qui dit une connerie. Là. Sauf que je crois qu'on gagne 1-0. Ah ouais. Mais je pense plus à ça. Ouais. Et je suis carrément à l'opposé de l'entrée des joueurs, de l'autre côté. Et j'ai Moussa Ndiaye qui me tombe dessus avec Salif Diao. Et puis après, tu as Dominique Gourville qui est arrivé et qui commence à me déshabiller. Et je me retrouve à poil sur le terrain, le slip ici. Il me reste plus que mes gants, mes chaussettes, mes crampons. Et je traverse le terrain avec les gants pour cacher mon intimité. Et je passe le lendemain à Téléfoot. D'accord. Ah je passe le lendemain à Téléfoot. Et pour la petite histoire, c'est que 2-3 jours après, je vais faire des courses avec mon épouse. Mais je pense plus à ça. Et il y a trois femmes qui sont sur le côté, qui discutent entre elles, tout. Et je sens le regard de ces femmes-là, puis à un moment donné, je passe à côté, et puis elles me regardent, puis il y en a une qui me dit « Joli fessier, monsieur Regnault ». Et là, je dis « Bon, je dis merci », puis je continue, je commence à rougir, je donne le caddie à ma femme, je dis « Bon, elle va faire les courses, je t'attends dans la voiture ». Puis voilà, donc tu vois, des trucs marrants. J'ai jamais eu de problème ici, en fait. Ouais. Si un joueur comprend que ça fait partie du jeu, partie de la notoriété et les autographes, les photos, les invitations, s'il a compris que ça fait partie du jeu, il a tout compris et tout le monde est content, quoi. Voilà. Alors une anecdote comme ça, c'est assez dingue, mais justement, tu n'en as pas une autre à nous livrer sur le vestiaire à Sedan? Comme ça, là... Non, une fois on est arrivé après un match de championnat, on restait à l'hôtel et on avait faim, on est 2 par chambre, puis on se retrouve à 4 et on avait faim, on avait mangé un petit bout mais vraiment on avait faim, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a appelé un taxi qui nous a déposé, il devait être minuit moins 10, il nous a déposé un fast-food. Et en fait, quand on est rentré, ils nous ont dit c'est fermé, il n'y a plus que le drive qui est ouvert. Et pas de voiture, donc ce qu'on a fait, on a simulé une voiture, un à côté de moi au volant, l'autre derrière, et puis on est arrivé en voiture comme ça, et la femme a rigolé, et tellement elle a rigolé, elle nous a servi, puis on est reparti comme ça, quoi, voilà. Tu vois, des trucs cons comme ça, quoi. Il y a eu ça, et on m'a pris pour Snefnoro aussi. On me dit tiens, ça te dérange pas qu'on fasse une interview tout. Alors il me le dit pas, ouais, juste avant le match, on était sur le terrain. Et hop. Bon allez, 3, 2, 1. Steph, alors qu'est-ce que ça fait? Non. Moi je joue le jeu pendant 30 secondes et puis à un moment donné j'explose de rire. Je fais bon Steph il est là-bas, moi c'est pas trop dur moi. Donc voilà. En 2013, donc tu ne l'as pas connu en tant que joueur, mais Sedan dépose le bilan. On sent vraiment que tu es marqué par ce club, c'est, on peut le dire, ton club de cœur. Comment tu l'as vécu? Par la force des choses, on a été obligé de le vivre, voilà, ça arrivait. Bien sûr que j'étais déçu. J'ai cru qu'il y avait, parce que j'avais été approché par des entrepreneurs qui voulaient reprendre justement le club, donc j'y ai cru et puis ça s'est pas fait. Donc voilà, on a eu la chance qu'il y a
Il y a des entraîneurs comme Farid, Fouzari, Teddy Pellerin qui n'ont pas lâché et qui ont repris les entraînements et qui ont suivi les entraînements. Et puis voilà, et puis après il y a eu la famille Dubois qui est arrivée et puis qui a relancé le CSSA. Donc on est le 29 mai 2009, Sedan reçoit Tours, victoire 2-0, les 3 coups de sifflet retentissent, un clean sheet pour terminer. Comment ça se passe dans la tête justement? Comment tu le vis, cet aspect de petite mort comme qualifient les sportifs? En fait c'est tout simple, le coach me fait sortir 10 minutes ou 15 minutes, 10 minutes je crois avant la fin du match. J'avais préparé un petit mot pour la fin de la rencontre et je ne pensais pas avoir autant d'émotions en sortant, en tout cas en étant remplacé et me retrouvant sur le côté avec Pascal, il y avait Pascal Urano. Et là j'ai peut-être toutes ces années qui remontent et j'ai une putain d'émotion avec les larmes aux yeux. Et puis voilà, puis après j'avais préparé un petit mot, donc je dis un petit mot aux supporters. Le souvenir que j'ai, c'est pendant que je discute, enfin que je leur dis un petit mot à tous, supporters, staff, un par un, aux joueurs, etc. Il y en a un qui me dit « Patrick, on t'aime » et ça m'a marqué, et ça m'a vraiment touché. Et j'avais répondu « Moi aussi, je vous aime » pour la petite histoire. Mais en fait, ce qui m'a marqué le plus, c'est le lendemain. Je crois qu'on jouait un vendredi, si je ne me trompe pas, ça devait être un vendredi soir. Et le lendemain, je prends la voiture et j'arrive place du Cal. Je gare la voiture, je descends, je lève la tête et au moment où je lève la tête, j'ai eu une sensation de... J'ai jamais fait de prison de ma vie, mais comme si on m'avait libéré en fait. Voilà cette sensation, quand on parle de petite mort, c'est peut-être ça, mais en tout cas moi ça a été une sensation de « Waouh, j'ai pris un coup dans la gueule, on m'a libéré de quelque chose ». Parce que quoi qu'il en soit, on peut dire que c'est que du sport, on peut dire ce que tu veux, mais tu as une pression quotidienne, tu as des obligations de résultats, tu as des obligations de performance, tu as des joueurs qui viennent pour te piquer ta place aussi. Et puis voilà, donc c'est cette libération, je me suis senti libéré. Tu as eu la chance d'avoir une fin de carrière où tu avais tout prévu ou c'est une fin de carrière qui a été un peu subie? Non, j'avais tout prévu à 15 matchs, une dizaine de matchs de la fin. Avec mon manager, on était allé voir Pascal Urano, mon président, et je lui dis voilà, je suis fatigué, mentalement je suis fatigué, je veux passer à autre chose, j'ai plus envie de faire de déplacements, j'ai plus. Voilà. Le président l'a très bien compris, moi je voulais le faire le plus clairement possible pour qu'il puisse se retourner, trouver un autre gardien, etc. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça, je l'avais prévu. Je voulais pas faire la saison de trop où tu perds ta place et puis un peu ce que Nico avait vécu. Voilà. Comment tu l'as préparé cette fin de carrière? C'était une priorité le football ou tu avais prévu d'autres choses? Non, moi je m'étais toujours dit que j'avais pas peur d'aller travailler, donc j'avais fait quelques formations pendant ma carrière, mais j'en ai repassé de suite et aussitôt la carrière. Voilà. J'avais pas de certitude. Je sais pas j'avais pas d'idée de ce que je voulais faire, mais j'avais des options. Voilà. Aujourd'hui, donc, tu es coach de l'Olympique de Charleville, Neufménil-les-Glebans, ton club formateur. Quels sont tes objectifs justement en tant que coach? Alors, en tant que coach, on vient de vivre une saison, ça fait 2 ans et demi que je suis à l'OCNA et malheureusement avec la période Covid, les 2 championnats on n'a pas pu les finir. Et c'est ma première saison complète où les objectifs étaient très clairs et annoncés dès le départ. C'était la montée de R3 en R2. Objectif atteint. À moyen terme, on espère remonter en R1 et puis se faire plaisir, pourquoi pas, éventuellement si on peut le faire, à monter de R1 en National 3. Donc voilà, c'est l'objectif, c'est
Pourtant, pendant ma carrière, j'avais dit que je ne serais jamais entraîneur. Donc, il ne faut jamais dire jamais. Et j'ai passé plein de diplômes, que ce soit dans le foot, éducateur sportif, dans le handisport, sport adapté, dans la sécurité incendie. Voilà, je me suis ouvert vraiment à tout et j'ai plein de diplômes. J'ai eu la chance aussi d'apprendre ce qu'était la politique, parce que j'ai travaillé 7 ans à Ardennes Métropole, où j'ai appris énormément. J'ai travaillé à la direction des sports, où j'étais ambassadeur du sport. Donc on avait la gestion d'équipements sportifs, on accompagnait les sportifs de haut niveau, on était en contact direct avec les élus, etc. Donc aujourd'hui j'ai énormément appris au niveau des politiques, au niveau de l'administratif, au niveau des structures. Et j'ai quitté Ardennes Métropole le 23 décembre 2021 pour plusieurs raisons. Mais il y a une certitude aujourd'hui, c'est que je pense qu'on me verra très prochainement en politique. Ouais. Alors justement, c'était la question que j'allais te poser. Le 6 janvier, tu as annoncé que sur tes réseaux sociaux, tu te lancerais en politique. Pour toi, c'était une évidence même, je te cite. Coach Regnault va peut-être devenir un jour monsieur le député, ou c'est un objectif? Déjà, on se présentera peut-être au municipal, pour commencer. Voilà, j'ai de bons rapports avec Boris Ravignon, mais il s'est passé des choses et aujourd'hui, ces choses-là me donnent envie d'apporter mon expérience, que ce soit dans le sport, que ce soit ailleurs, de ce que j'ai appris à Ardennes Métropole. Voilà, en tout cas j'ai vraiment envie. Ouais. Donc si le président Macron te téléphone pour le poste de ministre des Sports, tu sautes sur l'occasion? Non, je pense qu'il faut être conscient de ses capacités, de ses qualités. Je pense qu'il y a des personnes qui seront plus aptes à remplir cette mission. Voilà. Justement, donc on revient au poste de coach. Ouais. Comment tu te définirais comme entraîneur? Tu es formateur, compétiteur? Justement, tu as cette capacité de mener les hommes aussi, ou tu as toutes ces qualités réunies en même temps? Moi, ma première qualité, je pense, c'est plutôt le côté humain, en fait. Ouais. C'est l'échange avec les joueurs. Je préfère faire une mauvaise saison, et par contre, quand on est passé humainement une super saison, alors quand tu passes une mauvaise saison footballistique, en général, c'est difficile, mais en tout cas, le côté humain a plus d'importance que tout le reste, en fait. Voilà. Je suis un compétiteur, et ça, on ne pourra jamais me le retirer. Donc voilà, tu as compris, c'est compétiteur, l'échange, le côté humain, et puis après, j'essaie d'apporter mon expérience de ce que j'ai vécu. J'ai la chance d'avoir un groupe aujourd'hui où les jeunes et les moins jeunes, ont joué à un niveau supérieur, R1 voire National 3. Voire j'ai Alex Lecomte qui a joué en D2, qui a fait quelques matchs en Ligue 1. Donc tactiquement, c'est un régal parce que je peux les faire passer d'un schéma tactique à un autre. Ça passe facilement, quoi. Voilà. Alors tu aurais bien aimé avoir le joueur Patrick Regnault sous tes ordres, ou il était vraiment chiant avec les entraîneurs? J'ai un cousin qui m'a dit t'es ingérable. Oui. Donc t'imagines. Mais par contre, tu peux demander à tous les joueurs. J'étais attachant en fait. Dès qu'il y avait un joueur, un nouveau qui arrivait, c'était moi qui l'accueillais, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Tu avais ce rôle de grand frère que tu as En gardé. fait, pour bien comprendre, je respecte tout le monde. Ouais. J'en demande autant. Par contre, si tu manques de respect, là, je deviens ingérable. Voilà. Et pour revenir à une petite anecdote sur ta question, un de mes pires souvenirs, ça a été le décès, je reste dans le foot, c'était le décès de David Di Tommaso, en fait. D'accord, oui. Voilà. Terrible. Ouais. Voilà. Ingérable. J'étais ingérable. Alors, on t'a connu également comme chanteur. Est-ce que tu as toujours cet objectif de remplir l'aréna de Charleville? J'ai pas d'objectif dans la chanson. J'ai la chance d'avoir un ami qui a une association qui s'appelle l'AME à Charleville et qui est dirigée par mon ami Olivier Nicard. Et justement, je prenais des cours avec lui. Et depuis 7 ans, on se lâche pas parce qu'on court le lundi matin et le mercredi matin ensemble. Et lui aussi, c'est un compétiteur à sa façon, parce que quand j'ai dit je veux faire de la chanson pour me faire plaisir, etc. Et puis qu'on m'a dit tiens, ça serait bien que tu viennes chanter Place du Cal, ça serait bien que tu chantes à la Foire de Sedan. Il m'a protégé quelque part. Il m'a dit attention, si on le fait, je veux pas que tu passes pour un con.
Et ce qui m'a marqué dans les cours de chant que je prenais avec lui, c'était, il me disait souvent, putain, on retrouve ce côté compétiteur que tu as, il faut que ça soit calé, carré, etc. Et moi j'ai pris énormément de plaisir à chanter avec lui, qui m'apprenne beaucoup de choses. Je ne serai jamais un chanteur, je pense pas, donc voilà, mais en tout cas je me fais plaisir. Il nous a enregistré avec mon épouse et ça rompt super bien, donc voilà, c'est le principal. Quoi. Alors, tu organises régulièrement des stages pour les jeunes footballeurs. Quel conseil tu donnerais à un jeune footballeur qui aimerait bien devenir professionnel comme tu as pu l'être? Alors oui, effectivement, j'organise des stages depuis 2009. Des stages qui sont ouverts à tous, donc, pas spécialement que des gardiens, licenciés ou non, mixtes, de 6 ans à 16 ans. En fait, je leur apporte un peu de mon expérience, l'avant, le pendant, l'après carrière d'un sportif de haut niveau. Et où j'appuie vraiment, c'est aujourd'hui, c'est que avant, dans le temps, tu pouvais plus ou moins, mais aujourd'hui, l'école, elle est primordiale. Il y a le foot, effectivement, mais il y a l'école aussi. Pour l'avoir vécu, on a tous des rêves. Si le gamin il a des rêves, c'est de devenir footballeur, je ne vais pas lui dire non, il ne faut pas que tu n'y arriveras pas. Essaye. Moi, à l'âge de 10 ans, j'étais en CM2. C'est une petite anecdote pour mon prof de CM2, j'espère qu'il me regardera. Ma mère est convoquée et mon rêve c'est de devenir footballeur. Et ma mère est à côté de moi, j'ai mon professeur qui est en face et je foutais pas le bordel. J'étais à la moyenne mais je foutais pas le bordel. Et il me dit ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je lui dis mais CM2 t'as 10 ans, c'est ça? Je lui dis je vais devenir footballeur professionnel. Et il me dénigre le métier de footballeur professionnel en me disant ouais, c'est pas un métier, il y en a combien qui réussissent, etc. Pendant 3 minutes, il me démonte le truc. Et j'avais déjà du caractère. Et il me dit mais si tu n'y arrives pas, tu vas faire quoi? À l'époque, moi les éboueurs, je croyais qu'on disait poubelleur. Donc j'ai répondu je serai poubelleur. Bon, j'ai pris une gifle par ma mère, dans ma tête je me suis dit bon je serai footballeur. Mais en tout cas voilà, on a des rêves, on a tous des rêves et encore plus quand on est enfant. Il faut trouver les bons mots, c'est de dire si tu as envie, essaye, c'est des sacrifices, c'est du travail, c'est de la chance aussi, mais si tu n'essayes pas, tu ne le sauras jamais, quoi. Donc voilà. On parlait justement tout à l'heure de l'évolution du football au terme financier du terme, mais dans le terme sportif. Comment tu vois le football évoluer dans les années à venir? Déjà là, ça a beaucoup évolué. Quand tu regardes, je parle des très grands clubs comme Paris, Real, etc. Quand tu les vois sortir de derrière, c'est très technique, c'est devenu technique. À l'époque, on disait les milieux sont très techniques, les défenseurs un peu plus bourrins. Là, on s'aperçoit que pratiquement tous les joueurs qui sont sur le terrain ont des capacités techniques bien plus élevées qu'à mon époque. Donc voilà, je pense que ça va être de plus en plus tactique. Quelquefois ça va être de plus en plus fermé, mais en tout cas moi ce qui me marque le plus, tu sais, j'ai connu la touche où j'avais le droit de prendre le gardien, j'avais le droit de prendre le ballon à la main, donc on est passé à ça où j'ai plus le droit de le prendre, donc il y a eu des évolutions. Voilà, c'est beaucoup plus technique et beaucoup plus rapide, je dirais pas rapide, mais en tout cas beaucoup plus technique. Ouais. Alors justement, on a parlé aussi de cette fin de carrière. Quel conseil tu donnerais à un footballeur justement qui arrive sur la fin De bien préparer sa reconversion. Parce que quoi qu'il en soit, même si on a des idées, quand j'arrête ma carrière, financièrement, j'ai besoin de rien, mais au bout d'un an où tu fais rien, tu te dis que socialement, il faut que tu vives. Et vivre socialement, c'est de rencontrer des personnes, c'est aller au boulot, c'est se lever, c'est échanger avec tes collègues, c'est rentrer, parler avec ton épouse de ce que tu as fait la journée au boulot. Voilà, ça c'est vivre socialement. Et c'est ce qui m'a manqué les 2 premières années où j'ai arrêté le foot. Donc c'est bien préparé, se dire quoi qu'il en soit que même si c'est pour pas gagner de l'argent, c'est que socialement il faut vivre. Voilà. Alors, est-ce que tu as des regrets sur ta carrière? Des regrets?
Non, j'ai pas trop de regrets. Des déceptions quand tu perds, voilà quoi. Non, j'ai pas. On peut toujours faire mieux, mais je suis content de ma petite carrière et voilà. J'aurais gagné. Le seul regret, c'est que j'aurais aimé gagner cette Coupe de France, ouais. Parce que elle était méritée. Elle aurait été méritée. Et puis tu marques un grand coup. Tu laisses une trace indélébile sur ton passage à Sedan, quoi. Voilà. Donc on est dans la partie 4, la question des internautes. On a Lou Payard qui nous demande « Qu'est-ce que tu retiens de ton passage au Mans ?» De belles rencontres en fait, une belle ville, de belles rencontres. J'arrive au Mans où je suis en concurrence avec un autre gardien. Mais en tout cas, j'ai rencontré de belles personnes, que ce soit joueurs, staff ou supporters, et voire même voisins de maison en fait. J'ai rencontré beaucoup de belles personnes. Et puis c'était Le Mans, je crois que c'était où mes enfants sont rentrés à l'école. Le deuxième est rentré avec le premier, donc c'était voilà, c'est comme ça. Je me rappelle que j'arrive au Mans. En fait, je devais rester à Saint-Denis-Saint-Leu, sauf que le club déposait le bilan. J'avais Le Mans, j'avais Laval. J'essayais de gagner un peu de temps parce que je voulais rester à Saint-Denis-Saint-Leu. Et à un moment donné, on apprend dans les journaux que Saint-Denis-Saint-Leu déposait le bilan et je me retrouve sans club. Et Laval, je leur avais dit non parce que ça prenait trop de temps. Et j'appelle Le Mans, je leur dis voilà, si vous êtes toujours intéressés, je peux me déplacer pour discuter, etc. Et ils me disent ok, on vous attend demain. Donc je prends ma voiture, je fais l'aller-retour Charleville-Le Mans. Et on tombe d'accord. Je reviens, sauf qu'on commence l'entraînement 3 jours après. Et là, je dis à ma femme, prépare les valises, on part. Sa petite sœur, donc ma belle-sœur, est du voyage. Les enfants sont du voyage, on part tout, on met tout dans la bagnole. On arrive à minuit là-bas, j'avais récupéré les clés. On cherche l'appart, on ne trouve pas l'appartement. C'était galère et j'avais entraînement le lendemain matin. Ah oui. Ouais. Donc voilà, c'est une belle ville, une belle ville et puis des gens plutôt sympas. On a Kevin Rostand qui nous a demandé qu'as-tu fait de la Smart? En fait, c'était un bon coup de pub et c'était super, mais c'était un prêt de Mercedes, parce que c'était Mercedes et Pascal Durano, et donc on les a rendus une fois qu'il nous a changé contre des classes A, etc. Voilà. Mais j'étais con parce que j'aurais dû l'acheter pour la garder en souvenir et je ne l'ai pas fait. On a LB11 630 qui nous demande le profil idéal du gardien aujourd'hui. Les entraîneurs de Ligue 1 vont me dire un grand gardien. Moi, par ma taille, je vais te dire un gardien explosif, mais qui a surtout un gros mental et puis des qualités de plongeon, de descente au sol très rapide et une vision du jeu qui joue avec ses défenseurs, avec le bloc équipe, c'est-à-dire qui monte avec le bloc équipe et qui fait partie du jeu, qui fait partie du 11, enfin des 10 plus lui, donc qui fait partie du 11 et non un gardien qui reste sur sa ligne et qui voit ses joueurs avancer, reculer, etc. Voilà, qui monte et qui descend. On a Fabien Gorny qui nous demande quel est l'entraîneur que tu as le plus apprécié tout au long de ta carrière? Il y en a un que j'ai vraiment apprécié, qui m'a soutenu, mais j'étais pas spécialement pro. C'était en cadet national et moins de 17 ans, il s'appelle Gilles Corniquet, où c'était un super mec, prof de sport à la base, mais un super mec. Ouais. Lui, j'ai beaucoup apprécié. Après, comme je te le disais tout à l'heure, un des entraîneurs que j'ai vraiment apprécié, ça a été Henri Stambouli et Serge Romano, et puis José Pascoaletti. Ouais. Ouais. On a Lilou Mouzon qui nous demande quels sont tes futurs projets pour la suite. Alors,
je vous l'ai dit tout à l'heure, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai quitté Ardennes Métropole le 23 décembre 2021. Je suis en recherche d'emploi, je suis ouvert à toute proposition. Quoi qu'il en soit, je suis en train de développer mes stages de foot. J'aimerais bien un jour pouvoir faire que ça, que des stages de foot, que du coaching, des interventions sur le handicap, le handisport, le sport adapté, des interventions sur les premiers, l'avant, le pendant, l'après-carrière d'un sportif de haut niveau. Voilà, tout ça dans le même pack et proposer ça aux clubs, aux particuliers, aux entreprises, ça serait le top. Après, retourner en collectivité, ça ne me dérangerait pas pour un service des sports et avoir des responsabilités. Ouais. Alors Patrick, c'est tout pour les questions des internautes. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Bah écoute, je crois que c'est ta première. Ouais. Donc je tiens à te souhaiter le meilleur pour la suite. Merci. Que ça dure, que tu puisses rencontrer des gens qui t'apporteront ce que tu es venu chercher et puis que ça ne s'arrête pas, que tu puisses en vivre éventuellement si c'est ton souhait. Voilà. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à tes questions. On s'en souviendra beaucoup de la première, parce qu'il y a eu des aléas, il vous expliquera après en privé. Mais voilà, je suis très content. Ça m'a permis de repartir dans les souvenirs et il n'y a rien de tel que les souvenirs font partie de l'être humain et des émotions. Donc on vit pour ça aussi, que ce soit le foot ou d'autres métiers. Voilà, c'est hyper important d'avoir des souvenirs. Alors Patrick, merci beaucoup d'avoir accepté justement cette première invitation. Merci à toi. Donc on est content que l'émission t'a plu. Et nous nous retrouvons donc dans un prochain épisode où nous irons à la rencontre de Bernard Bougère, l'ancien entraîneur de Fleury-Mérogis et joueur du FC Sochaux-Montbéliard. Merci Patrick. Merci à vous. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like